Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air simple, mais qui est vraiment complexe. Pourquoi une dose de médicament, disons standard pour une personne de 40 ans, peut envoyer une personne de 80 ans à l'hôpital? C'est exactement la question. Confuse ou après une mauvaise chute? Et les sources qu'on a aujourd'hui, elles sont très claires là-dessus. Le corps qui vieillit, c'est un tout autre univers pour un médicament. C'est pas juste une version ralentie d'un corps jeune. Non, pas du tout. C'est un environnement biochimique différent. Tout change. La façon dont le médicament se distribue, la vitesse à laquelle il est éliminé, et même la sensibilité des organes, surtout le cerveau. On a tous une histoire d'un parent ou d'un grand-parent qui semblait un peu confus du jour au lendemain. Oui. Souvent, le coupable est dans l'armoire à pharmacie. Le coupable dans l'armoire à pharmacie, j'aime ça. Pour rendre ça concret, on va s'imaginer un personnage. Disons Monsieur Lavoie, 80 ans. On va le suivre à travers les 3 grands défis qu'on a identifiés dans nos lectures. D'abord, comment son corps lui-même, sa composition, change la donne. Plus de gras, moins d'eau. Exact. Ensuite, on va tomber dans ce que les sources appellent le piège de la fonction rénale. Ah oui, celui-là est particulièrement sournois. Et finalement, pourquoi son cerveau devient si vulnérable? Commençons par le début, le contenant qui change le contenu. Parfait. Le premier point, c'est ça, la composition corporelle. Avec l'âge, la masse musculaire et la quantité d'eau dans le corps diminuent. Et à l'inverse, la proportion de tissu adipeux, le gras, elle augmente. Même si le poids sur la balance, lui, ne bouge pas. Donc, le premier insight, si je comprends bien, c'est que le corps âgé réagit comme un cocktail qui serait trop fort. C'est une excellente image. Parce qu'il y a moins d'eau pour diluer l'ingrédient actif. L'effet est plus intense. C'est exactement l'idée. En pharmacologie, on appelle ça le volume de distribution, ou VD. C'est un concept un peu théorique, mais... Expliquez-nous ça simplement. Pour les médicaments qui aiment l'eau, les médicaments hydrosolubles, ce volume de distribution est plus petit chez une personne âgée. La même dose se retrouve donc plus concentrée, et le risque de toxicité augmente tout de suite. C'est comme mettre la même goutte de colorant dans un petit verre d'eau au lieu d'un drap. C'est plus foncé tout de suite. Précisément. Et pour l'inverse, l'augmentation du gras, ça fait quoi? Le corps devient une sorte d'éponge. Exactement, une éponge à médicaments qui aiment le gras, les médicaments liposolubles, le diazépam par exemple. Le médicament se réfugie dans les tissus adipeux, il s'y accumule. Il reste là. Il reste là. Et la conséquence directe, c'est que sa demi-vie, donc le temps que le corps prend pour en éliminer la moitié, est prolongé de façon spectaculaire. Un médicament qui devrait agir une journée peut rester actif plusieurs jours. Wow! Il reste intoxiqué sans le savoir, et les sources parlent d'un autre facteur qui m'a surprise, les protéines dans le sang, l'albumine. Oui, c'est un point crucial. Beaucoup de médicaments, pour voyager dans le sang, ils doivent se lier à des protéines. L'albumine, c'est la principale. Comme des taxis. Voilà, comme des taxis. Et seul le médicament qui n'est pas dans un taxi, la fraction libre, est actif. OK. Or, avec l'âge ou la dénutrition, le taux d'albumine peut baisser. Il y a moins de taxis disponibles. Ce qui veut dire plus de passagers à pied qui peuvent causer des problèmes? Précisément. Prenons un médicament comme la warfarine, un anticoagulant. Une source dit qu'il peut être lié à 99 %. C'est énorme! C'est énorme. Si le taux d'albumine baisse un tout petit peu et que la liaison passe de 99 % à, disons, 98 %, ça semble rien, 1 %. Mais en réalité, on vient de doubler la quantité de médicaments actifs dans le sang. On passe de 1 % libre à 2 % libre. Pour un anticoagulant, ça peut vouloir dire une hémorragie grave. C'est fou de penser que le corps devient un genre de piège. Mais une fois que les médicaments sont dedans, il faut bien les sortir. Et c'est là que les reins entrent en jeu, j'imagine? Mais c'est là que ça devient encore plus compliqué. La fonction rénale, c'est la principale porte de sortie. Le problème, c'est qu'elle décline avec l'âge. C'est inévitable. Une de nos sources donne un chiffre qui donne le vertige. La filtration des reins diminue d'environ 35 % entre 20 et 90 ans. 35 %! C'est comme si le moteur de l'auto perdait un tiers de sa puissance, mais sans que la lumière check engine s'allume. C'est la métaphore parfaite, parce que le check engine habituel, le test de créatinine dans le sang, nous joue des tours. C'est ça le fameux piège. Expliquez-nous ça. Le piège de la créatinine. La créatinine, c'est un déchet qui est produit par les muscles. Les médecins la mesurent pour estimer la santé des reins. Si le taux est haut, les reins filtrent mal. Logique. Où est le piège? Le piège, c'est que les personnes âgées ont une masse musculaire beaucoup plus faible. Ah! Fait que notre monsieur Lavoie, il produit naturellement moins de créatinine.
son taux sanguin peut avoir l'air parfait. Même s'il a perdu 30 ou 40 de sa fonction rénale. Exactement. Le chiffre a l'air beau, mais il cache une fonction qui est en déclin. Un médecin qui n'est pas vigilant peut se faire avoir. Mais attendez, si les médecins le savent, pourquoi est-ce que ça arrive encore? Est-ce que les alternatives sont trop compliquées? C'est une bonne question. La pratique a beaucoup évolué, heureusement. Aujourd'hui, on forme les cliniciens à utiliser des formules de calcul, comme celle de Cockcroft-Gold, qui prennent en compte l'âge et le poids. C'est beaucoup plus juste. OK. Mais dans une pratique où tout va vite, le risque d'oublier existe. C'est pour ça que c'est si important de toujours faire ce calcul avant de prescrire certains médicaments. Et les conséquences de ne pas le faire, elles sont graves? Oui, les documents parlent des aminoglycosides, une classe d'antibiotiques. Très efficace, mais aussi très toxique pour les reins. Une note précise bien que, chez les personnes de plus de 65 ans, l'incidence de la toxicité rénale est plus élevée. Si on se fie à une créatinine normale, on risque de causer des dommages irréversibles. D'accord. Fait que le médicament reste plus longtemps, il est plus concentré, et le système d'élimination est moins bon, mais on le voit pas. Et c'est même pas toute l'histoire. Il y a aussi ce que le médicament fait au cerveau. C'est ça la pharmacodynamie. Oui, exactement. C'est la deuxième moitié de l'équation, ce que le médicament fait au corps. Et chez la personne âgée, la même concentration peut avoir un effet beaucoup plus puissant sur le système nerveux. Pourquoi? Le cerveau devient plus poreux. En quelque sorte, oui. La barrière qui protège le cerveau, la barrière hémato-encéphalique, peut devenir un peu plus perméable. Mais c'est surtout que la sensibilité des récepteurs sur lesquels les médicaments agissent peut changer. Le cerveau devient une cible plus facile. Et les sources pointent particulièrement une famille de médicaments, les benzodiazépines, les somnifères, les anxiolytiques. Oui, et c'est un des exemples les plus clairs. Leur usage doit être extrêmement prudent. Une source explique même qu'il y a des différences dans cette famille. Certains, comme le lorazépam ou l'oxazépam, sont métabolisés plus simplement par le foie. Cette voie-là vieillit mieux. Et si on se trompe, les effets sont graves, j'imagine. Pas juste un peu de somnolence. Pas du tout. Une des sources affirme que la consommation excessive de sédatifs est la cause réversible la plus fréquente de confusion mentale et d'amnésie chez les aînés. La cause réversible. Oui, ça veut dire qu'un patient peut être étiqueté à tort comme ayant une démence alors qu'il est juste surmédicamenté. C'est terrible. Et ça affecte aussi l'équilibre. Ça augmente le risque d'hypotension orthostatique. La chute de pression quand on se lève. Exact. Et ça mène directement aux chutes. Une simple pilule pour dormir peut se terminer par une fracture de la hanche. Et ça, c'est un drame. Je vois aussi une mention sur les effets anticholinergiques. Ça sonne compliqué. Mais ça concerne plein de médicaments courants. Pour les allergies, la dépression, ça cause la bouche sèche, la vision floue, la constipation. Mais chez une personne âgée, l'effet le plus redouté, c'est la confusion, le délire. Donc, avec un corps qui absorbe différemment, qui élimine lentement et un cerveau plus sensible, ça ressemble à un champ de mine. Comment la médecine navigue là-dedans? Le principe directeur, il est simple. Start low, go slow. Commencer bas, y aller lentement. Commencer avec la plus petite dose possible et augmenter très, très lentement en surveillant de près. Et surtout, faire le ménage dans la liste de médicaments. Mais concrètement, pour un patient qui souffre, est-ce que cette approche n'est pas frustrante? On veut être prudent, mais on veut aussi soulager. C'est le cœur du dilemme, vous avez raison. C'est toujours un équilibre. Et c'est pour ça qu'il existe des outils pour aider. Le concept des critères de Beers, par exemple. C'est une liste de médicaments potentiellement inappropriés pour les personnes âgées. Et nos sources nous donnent des exemples parfaits de ce qu'on y trouverait? Exactement. Premièrement, les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, à cause du risque pour les reins et l'estomac. OK. Deuxièmement, les fameux anticholinergiques, pour le risque de confusion. Troisièmement, les benzodiazépines à longue durée d'action à cause du risque de sédation et de chute. Et il y a un dernier point dans les documents qui est particulièrement grave. Oui, une mise en garde très sérieuse de la FDA américaine. Elle concerne les antipsychotiques utilisés pour traiter l'agitation dans la démence. Les études ont montré que ça augmente de façon significative la mortalité chez ces patients. C'est un rappel que traiter un symptôme peut parfois avoir des conséquences fatales. C'est un rappel puissant que la prudence doit être guidée par des données, pas juste par l'habitude. Absolument. La gériatrie, c'est une spécialité à part entière avec ses propres règles. Donc, si on résume le parcours de notre Monsieur Lavoie, ce que nos sources nous montrent, c'est que son corps de 80 ans n'a rien à voir avec celui de ses 40 ans.
La façon dont ils gèrent les médicaments est totalement transformée. La conclusion, elle est sans appel. Une approche taille unique pour la prescription, c'est non seulement inefficace, mais c'est dangereux. La clé, c'est une évaluation attentive, individualisée. Et c'est une information cruciale pour quiconque aide un parent âgé. De pouvoir poser la bonne question. Oui. De demander au médecin, est-ce que la fonction rénale de mon père a bien été calculée pour cette dose? Ça peut tout changer. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour l'avenir. On sait que nos populations vieillissent et que la polypharmacie, la prise de plusieurs médicaments, c'est la norme chez les aînés. Sachant tout ça, comment est-ce que ça devrait influencer la façon même dont on développe les nouveaux médicaments? Ne serait-il pas temps d'exiger que les essais cliniques incluent systématiquement des populations âgées, complexes, qui ressemblent à la vraie vie, plutôt que de juste tester les médicaments sur des adultes jeunes et en parfaite santé?